place au parti pris. Ruth, Pascal, vous restez autour de la table. Anne Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Ruth, parce que je ne sais pas si beaucoup connaissaient son existence, mais vous dites, ça y est, le devoir conjugal, vieille formule, mais tout le monde voit très bien ce que ça veut dire. Le devoir conjugal je vais en parler, je vous rassure. Alors allez-y. Non, mais je vais détailler. Je plaisante. Non, mais c'est vrai que le devoir conjugal, que se passe-t-il alors ? C'est une expression vieillotte, obsolète, et on pensait que ça n'appartenait qu'à nos anciennes, mais très anciennes générations. Détrompez-vous, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'obligation d'avoir des relations sexuelles dans le mariage existait. Pour être clair, elle signifiait d'ailleurs une forme de subordination sexuelle des femmes aux attentes des époux. Et par exemple, dans toutes les religions, sans distinction, elle est liée, ce devoir conjugal, il est lié au désir de reproduction et au rôle qu'incombe à la femme de la reproduction. À la femme ? Oui. Le devoir conjugal. Mais je vais parler des hommes aussi. Mais bien sûr, le devoir conjugal, il est d'abord sur les femmes. Mais on va parler des hommes parce que dans ce qui est en train de se passer, les hommes aussi vont y trouver leur compte et c'est très bien. Parce que cette notion qui est anachronique aujourd'hui, elle va disparaître et c'est tant mieux parce qu'il y a une proposition de loi qui va être sans doute adoptée. Alors pourquoi c'est important ? Parce que vous allez me dire, quand on se marie, c'est qu'on s'aime et c'est qu'on se désire. Et c'est que le désir et qu'on a envie d'avoir des relations sexuelles et que c'est normal. Mais en fait, il faut le dire, le désir évolue, l'amour prend de multiples formes, et puis on peut se retrouver dans des situations dans lesquelles il y a l'un des époux qui peut refuser, l'autre imposer, et que se passe-t-il ? Alors il y a le cas extrême du viol conjugal, qui est reconnu par la loi, depuis 1990 et aggravé, alourdi pour cause aggravante depuis 2006. Et puis, il y a aussi des nouvelles générations qui, aujourd'hui, revendiquent une forme de rapport au sexe très différent. Ou asexué, ou différent, tout simplement, d'un sexe choisi et pas obligatoire. Écoutez, c'est un extrait d'un reportage de TF1. Je l'ai senti comme quelque chose qu'on m'imposait avant. C'est-à-dire que le couple devait forcément faire l'amour, souvent, régulièrement, pour dire que finalement c'était un couple passionnel, un couple d'amour, un couple qui s'aime vraiment. Moi maintenant j'ai l'impression que ça peut jouer à vraiment d'autres choses. Voilà, d'autres choses que l'amour par le sexe. C'est comme ça, c'est un peu aujourd'hui. Alors, revenons le devoir conjugal, c'était dans le Code civil. Oui, on va y venir. Justement, cette notion, elle remonte au 19e siècle. En 1803, la partie du Code civil sur les devoirs et les droits respectifs des époux pose que les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est ça l'expression. Napoléon. Et il n'y a pas d'expression précise sur la relation sexuelle. C'est la communauté de vie. Mais du coup, justement, c'est une forme de flou juridique. Parce que quand vous êtes devant le maire, vous promettez respect, fidélité, secours et assistance et communauté de vie. Et donc, c'est ce flou qui a pu être utilisé dans des affaires judiciaires, et en l'occurrence, il a permis de condamner des personnes qui avaient pour seul tort de refuser des relations charnelles. Ça ne correspondait plus à la communauté de vie. Il y a eu des condamnations. Il y en a eu une qui a fait Flores, qui date de 2019, divorce pour tort exclusif de la femme, qui a été prononcée parce qu'elle refusait des relations intimes avec son mari de façon continue. Les juges ont considéré qu'il s'agissait d'une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. D'où cette proposition aujourd'hui. Alors la plaignante, en fait, saisit la Cour européenne des droits de l'homme. Et elle a obtenu satisfaction. En 2025, la France a été condamnée pour cette décision de ces juges, et elle a formulé expressément que le droit à disposer de son corps primait sur toute obligation nuptiale. C'est assez révolutionnaire, en fait, quelque sorte, quand on y pense par rapport au siècle précédent. Et c'est donc ce qu'ont proposé deux députés, de façon transpartisane, une écologiste, Marie-Charlotte Garin, et le président du groupe Horizon, Paul Christophe. C'est pas donc d'effacer une obligation, parce qu'elle n'était pas clairement énoncée, comme je vous l'ai expliqué. C'était un flou. Mais c'est de rendre impossible qu'un divorce pour faute repose sur l'absence ou le refus de relations sexuelles. Et donc, à ceux qui s'inquiètent que cela sape les fondements du mariage, Paul Christophe répond, ce texte, regardez sa réponse sur X, ce texte ne fragilise pas le mariage, il le modernise, le consentement doit être libre,
éclairé, spécifique, préalable et révocable. Le corps de l'autre ne nous appartient jamais, y compris dans le cadre du mariage. Je sens que Pascal Perry s'agite. Qu'est-ce qui vous fait... Attendez, on va en Non, parler. je laisse Ruth terminer, mais si les gens ne veulent pas se marier, si les gens ne veulent pas coucher ensemble, ils fondent une association de vie commune, où ils montent une société. Non, mais- Et puis c'est terminé. Mais le mariage, la base du mariage, c'est ça, c'est le renouvellement de la société. C'est donc l'accomplissement À la d'un acte communauté sexuel. de vie, le sexe, c'est la vie, dans Mais tous oui. les sens du terme. Quand même. Alors, en Attendez, vous 2025, Pascal, je ne sais pas si vous êtes marié, pardon, je ne veux pas m'immiscer Non. dans votre vie privée, mais ou si vous avez été marié, vous vous êtes senti contraint? Ah, pas du tout. non. Jamais. Ah non, mais- Jamais, à aucun et moment. voilà, le problème, Non, c'est et que- j'ai pas l'impression d'avoir contraint qui que ce soit, d'ailleurs. Mais ça, c'est la très belle version. Mais je peux vous révéler qu'en 2025, l'IFOP a publié une enquête sur le viol conjugal et dans lequel il y a quand même 48% des Français qui confient avoir des relations sexuelles sans en avoir envie. Et là-dessus, il y a 57% de femmes, mais il y a aussi 39% d'hommes. C'est pour ça on parlait, c'est quand même beaucoup 39% Enfin, le viol d'hommes conjugal, aussi. c'est un crime. Bien le sûr. sexe, c'est pas un crime. C'est Mais ça bien qui, sûr. qui devient très perturbant. Mais là, on parle de relations sexuelles consenties, y compris dans le cadre du mariage. Donc, je vais vous donner un exemple. Je vous donne l'exemple de la femme qui a été condamnée, mais il y a un homme aussi qui a été condamné en 2011 à 10 000 euros d'amende parce qu'il n'honorait pas sa femme. Donc, c'est vrai que c'est une donnée qui concerne tout le monde. Ça n'est pas seulement un combat féministe, ça l'est majoritairement, mais ça n'est pas qu'un combat féministe. Et puis, il y a eu un choc dans l'opinion après les viols des Mazan, l'affaire Pellico, bien sûr. Et c'est vrai que c'est une forme totalement novatrice de dire qu'il doit y avoir aussi un consentement dans les obligations matrimoniales. Et cette proposition, elle a été adoptée en commission, elle va être examinée en séance plénière, et moi je vais regarder avec attention ceux qui, à l'Assemblée nationale, vont voter contre. Vous allez... Alors peut-être Amnous voterait contre, et Pascal aussi. Alors moi j'ai deux problèmes. Déjà le premier, c'est que c'était pas inscrit effectivement dans le droit civil clairement, que c'est les juges qui utilisent. Et pardon, on a ces deux cas de condamnation, mais refuser des relations sexuelles à son conjoint, ça peut aussi être quelque chose de douloureux. Et je veux dire, on n'envisage pas que l'absence de sexe puisse aussi être une souffrance déjà, ce qui pourrait. Et je comprends qu'à un moment, le seul recours, ça puisse être juridique, en disant mais attendez. C'est mon mari ou c'est mon compagnon, et systématiquement, et là je me dis c'est une femme parce qu'un homme a été condamné aussi. Ça peut, l'absence de sexualité peut aussi être une source de souffrance. Pour bien Et comprendre d'autre votre part, raisonnement, oui. Amnous, si c'est douloureux parce que l'autre n'en a pas envie, Non, est-ce ou que le si problème, c'est ça n'est pas systématique, ça crée l'envie une ou pas l'envie, frustration. plutôt que non, mais, mon attendez, sort personnel? moi je pars du principe que le viol, comme c'est inscrit dans la loi, conjugal ou pas, c'est un crime. Je vous parle pas de crime, là, je vous parle de sexe. Et c'est ça la grande confusion, c'est qu'on a Mais si, tendance. mais si on est Attendez, je d'accord. finis. On a tendance aujourd'hui de plus en plus vraiment à confondre le sexe et le viol. Je suis dans le consentement, c'est-à-dire que madame On a bien compris. a envie, Mais là- monsieur ne l'honore pas, comme on dit à l'ancienne. Ça peut être une forme de douleur, une forme de souffrance. Et d'autre part, moi j'ai un problème, comme ce n'était pas inscrit dans le droit civil, c'est que cette tendance, moi j'ai toujours peur de l'État qui va fourrer son nez dans les lits. Et ça, pour moi, c'est un problème. J'ai parce justement ça ce que fait la dégénère justice toujours. quand elle dit si la femme ou Oui, l'homme mais en refuse. justice, c'est une singularité. Oui, mais c'est pour ça. quelqu'un, un individu qui, d'un point de vue tout à fait singulier, va en justice pour régler un problème intime qui est irrésolu. Là, on pourrait considérer que Mais c'est de le l'inverse. généraliser, L'État se c'est un retire truc. et ne définit plus les obligations dans le Code civil, Pascal. Non, juste d'un mot. Moi, ce qui me gêne, c'est la révocabilité. Parce que le mariage est un contrat. Alors, c'est un contrat civil. Certains se marient à l'église, à la mosquée, à la synagogue, hein, mais c'est un contrat. La révocabilité, c'est la remise en cause du contrat. Première réflexion. Deuxième réflexion sur le terrain des comportements. Soyons un peu phénoménologiques. Ça induit implicitement l'idée du vagabondage. Ma femme ne veut pas coucher avec moi, mon mari ne veut pas m'honorer. Très bien, je vais ailleurs. C'est au fond Ou je fais rien. une forme Je ne de fais rien. destruction. Non, mais très bien. Mais on peut avoir des besoins, on peut fait ce qu'on exprimer veut, des quoi. besoins. C'est Oui, la on fait ce qu'on physiologie. veut, c'est bien sûr. On est dans un domaine qui est celui de l'expression de besoins physiologiques.
et en même temps affectif. Par conséquent, donc, ça induit implicitement l'idée que on peut aller voir ailleurs. C'est la destruction du mariage, de mon point de vue. La fidélité fait partie des promesses dans le Code civil. C'est contraire. Mais non, ce que je crois, c'est que non, ce que je crois, c'est simplement que s'il n'y a pas ce consentement de l'un ou de l'autre, on me divorce, mais on ne divorce pas au tort de celui qui a refusé. C'est ça l'affaire. C'est ça. C'est là l'enjeu. L'enjeu, c'est de ne pas utiliser cet argument comme l'argument judiciaire qui va être prononcé au tort de l'un ou de l'autre. C'est pas tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas. C'est simplement que ça soit pas utilisé. Mais bon, on voit que c'est un vrai débat. Ça pourrait être une pratique. Mais comme dès qu'on parle de sexe, c'est un vrai débat. Dès qu'on parle de sexe, de mariage, ça vous passionne beaucoup plus que le budget. Alors. Non, mais pardon, mais je pense que c'est unanime. Oui. Pascal, votre parti pris économique, je suis d'accord. Un troisième accident de train en quelques jours en Espagne. Alors vous avez examiné les circonstances des uns et des autres. On ne sait pas tout, mais vous dites il faut savoir payer pour la sécurité. Oui, tout ce qui se passe en Espagne en ce moment, c'est une vraie série noire quand même pour la Renfe, qui est la SNCF espagnole, pour les compagnies privées aussi. Et donc ça nous amène à nous interroger sur la question de la sécurité ferroviaire et aussi sur le prix de la sécurité ferroviaire. Simplement pour rappeler les choses, il y a 3 accidents. Alors, ce sont des accidents qui sont plus ou moins mortels. Le premier, c'est celui qu'on a très largement évoqué, les images que vous avez là sous les yeux, la catastrophe d'Adamous, qui est en Andalousie. Vous avez 2 trains qui se croisent en ligne droite. Vous avez le déraillement d'un train, qui est le train d'un opérateur privé qui s'appelle Irio, qui vient percuter l'arrière d'un train de la Renfe, dont la compagnie nationale publique espagnole. Les 2 trains circulaient à 200 km/h, certes, enfin c'était en pleine ligne droite. Au total, on a quand même 43 morts et plus de 100 blessés. Alors sur les causes, on attend évidemment les résultats de l'enquête. On écarte pour le moment l'erreur humaine, on écarte la malveillance terroriste ou le sabotage, si vous voulez. Et donc, on s'oriente naturellement vers soit un défaut de matériel. Vous avez un des 2 trains qui comportait une anomalie. 2 comportements sur le rail, y compris. Ils avaient été révisés récemment. Alors pourtant ils avaient été soit c'est un incident sur le réseau. Vous vous rappelez des éclisses, l'affaire de Bretigny. Ce sont ces pièces métalliques qui tiennent 2 rails pour les rendre plus solidaires l'un de l'autre. Et ça peut être ça aussi. Donc ça, premier point. Mardi, dans la banlieue de Barcelone, vous avez un train régional qui heurte les débris d'un mur de soutènement qui s'est effondré sur la voie. Alors, selon l'opérateur du réseau, ce sont les pluies très abondantes, ce sont les intempéries. Souvent, il faut tenir compte de conditions très particulières, de topographie, de météo. Ce sont donc ces intempéries qui ont provoqué l'éboulement qui est la cause évidente de l'accident. Vous avez quand même un mort. C'est le conducteur, et puis vous avez des blessés, et parmi ces blessés, il y en a 5 qui sont gravement blessés. Et puis, aujourd'hui, à Carthagène, un train de banlieue qui heurte une grue. Alors, la grue appartenait à une société privée. Je sais pas très bien comment elle se trouvait là. Est-ce que c'est directement lié à la sécurité du trafic ou est-ce que c'est lié à une négligence d'un opérateur de travaux publics qui travaillait à proximité de la voie? Je l'ignore, mais il y a quelques blessés légers. Donc ce sont des accidents dramatiques en Espagne. Et puis, je vais prendre un autre exemple européen. Vous avez en Allemagne, par exemple, la question liée, c'est un vrai débat public, à la vétusté du réseau qui entraîne des retards qui sont aujourd'hui la risée de l'opinion. Quand un train est à l'heure, c'est absolument exceptionnel en Allemagne. L'état de la voie est très mauvais. L'Allemagne n'a pas réinvesti dans la sécurité. Les conducteurs réduisent les vitesses quand d'ailleurs les trains ne circulent pas au rythme de la marche à pied. À tel point que l'été dernier, le patron de la Deutsche Bahn, la compagnie nationale allemande, a été viré. Alors, nous sommes les uns et les autres souvent très critiques à l'égard du transport ferroviaire, de la SNCF, et nous sommes surtout critiques à l'égard des prix qui sont pratiqués. Mais nous avons oublié que le transport ferroviaire coûte cher, contrairement à une idée qui est répandue, et que le sous-investissement se paye aussi au prix de la sécurité. En moyenne, les péages ferroviaires s'élèvent à 9,50 € par train et par kilomètre. Donc j'ai fait ce petit calcul rapide. Paris, Gare de Lyon, Marseille, Saint-Charles, c'est 746 kilomètres, multiplié par 9,50 €, c'est 7087 €. La SNCF, alors l'opérateur de train paye à SNCF Réseau le sillon
c'est-à-dire un droit de passage, un péage, si vous voulez, pour 7087 € pour chaque train qui circule. Donc ça, vous allez le retrouver évidemment dans le prix de votre billet. Parce que la SNCF ne l'absorbe pas, elle vous en fait pas cadeau. C'est une partie... c'est par train. Par train. Par train. C'est très significatif. Alors, chaque kilomètre de ligne à grande vitesse, c'était pas tout à fait le cas en Espagne, mais on a des trains qui roulaient à 200 km/h. En France, chaque LGV représente un investissement de départ qui est compris entre 15 et 30 millions d'euros. Soit on construit à plat et c'est le prix minima, soit là aussi la topographie produit de la complexité, il faut creuser des tunnels, il y a des ponts, etc. Ça peut aller jusqu'à 30 millions d'euros et chaque année, il faut mettre 100 000 € sur la table pour entretenir simplement 1 kilomètre de ligne à grande vitesse. En France, l'État et la SNCF consacrent chaque année 3 milliards d'euros à l'entretien, à la régénération du rail. C'est insuffisant, il faudrait ajouter 1,5 milliard de plus. La SNCF peut en donner 500 millions. Il faudrait que l'État fasse un effort. Donc, les dépenses en matière d'entretien, elles traduisent en France l'obsession totale de la sécurité. Et on est plutôt bon là-dessus. Et on est bon. Alors, les cheminots, la SNCF, on peut lui faire de nombreux procès. Les cheminots ont plein de défauts, comme nous tous d'ailleurs. Mais il y a une culture dans cette entreprise qui est celle de la sécurité. Quand vous payez un billet de train, vous payez aussi votre droit à la sécurité. Amnouz, votre parti pris international, la guerre des Malouines ressurgit à l'Assemblée nationale française. Oui, c'était hier, mercredi 21 janvier, au moment d'entamer son édition devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, consacrée à la situation politique et économique en Argentine. L'ambassadeur d'Argentine, Jan Cielki, a immédiatement interrompu, il a commencé à parler, son propos d'introduction pour signaler, on l'écoute. Je dois malheureusement vous signaler un petit problème, Monsieur le Président, qui est en fait un grand problème pour mon pays. Je viens de constater que je suis assis devant une carte qui montre les îles Malouines, las Islas Malvinas, comme faisant partie du Royaume-Uni de Grande-Bretagne, parce que je ne peux pas, en tant que représentant de l'État argentin, parler librement devant cette carte. C'est comme si on demandait à l'ambassadeur de l'Ukraine de venir parler devant une carte qui montrerait le Luhansk ou la Crimée comme faisant partie légitimement de la Russie. Ah bah oui, alors là, l'argument ukrainien, comme on dit, ça calme. Donc là, il refuse de parler et un député présent dans la salle a suggéré d'apposer un simple post-it jaune sur les Malouines pour cacher ce territoire que je ne veux pas voir. Et suite à l'apposition du post-it jaune sur les îles Malouines, l'audition a pu reprendre dans les règles de l'art. Alors je sais, donc dit si comme on masque, ça suffit à... Non mais, dit comme ça la réalité disparaît. Voilà, déjà ça marche pas trop, je pense que c'était le geste symbolique, mais ça dit surtout, je veux dire, ça peut vraiment, au début évidemment que ça prête à sourire, mais ça dit surtout l'extrême sensibilité de l'Argentine sur le sujet des îles Malouines, et ça raconte aussi un conflit entre la Grande-Bretagne et l'Argentine qui dure depuis 192 ans, ce qui est pas rien. Et d'ailleurs, de toute façon, même la découverte de l'archipel est contestée. Espagnols, Français, Britanniques et Néerlandais disent tous que c'est moi qui l'ai découvert entre le XVIe et le XVIIIe siècle. L'Argentine, elle, sa légitimité lui vient des droits hérités de l'Espagne sur les îles après son indépendance en 1816. Donc Buenos Aires a établi une colonie sur les îles Malouines en 1820, mais ça n'a duré que 13 ans, puisque le 3 janvier 1833, la Royal Navy a expulsé les autorités argentines et pris le contrôle de l'archipel. Et cette date marque pour Buenos Aires le début de ce qu'ils appellent l'usurpation coloniale britannique. Alors Londres, de son côté, infirme une présence sur les îles dès 1690, en disant mais non, on était là avant les Espagnols. Et surtout, elle rappelle qu'elle administre les îles sans interruption depuis 193 ans, ce qui est vrai, bien plus longtemps que l'éphémère présence argentine qui n'a duré, je le rappelle, que 13 ans. Et l'argument décisif pour Londres, ce sont les 3662 habitants actuels de l'île qui se sont exprimés lors d'un référendum en 2013, et 99,8% des votants ont choisi de rester un territoire britannique d'outre-mer. Et là, David, vous allez me demander, et l'ONU alors ? Et là, je vais vous dire, bon, enfin, qu'importe, mais comme il faut être poli et que l'ONU existe encore, même si elle n'a plus de crédibilité, eh ben, elle ne tranche pas, pour changer.
Et elle se contente de reconnaître l'existence d'un différend et d'appeler à des négociations. Alors rajoutons à cela, et là vous me voyez venir parce que vous avez parlé des guerres de Malouine, du traumatisme de la guerre des Malouines. C'était le 2 avril 1982, la dictature militaire argentine du général Léopold II Galtieri, en quête de légitimité et persuadé que le Royaume-Uni n'allait pas réagir, alors c'était mal connaître Margaret Thatcher, lance une invasion surprise des Malouines. S'ensuit 74 jours de guerre jusqu'au 14 juin 1982, victoire écrasante des Britanniques et un lourd bilan humain, 649 morts argentins et 255 morts britanniques. Et c'est cette défaite argentine qui a acté la fin de la dictature militaire. La transition démocratique est abrégée en 1982. Donc il y a eu des effets positifs, mais il n'empêche, 44 ans après, il y a encore un vrai traumatisme, puisque le 2 avril est toujours jour férié en Argentine. C'est le jour des vétérans et des disparus de la guerre des Malouines. Et la revendication des Malouines comme territoire argentin, alors là, ils sont d'accord sur rien en Argentine, mais ils sont tous d'accord sur ça. Et même Javier Milei, le 2 avril 2024, le jour de la commémoration du 42e anniversaire de la guerre, voilà ce qu'il déclarait, on l'écoute. Quiero reiterar nuestro reclamo inclaudicable por las islas y me comprometo a que durante nuestro gobierno podremos tener una hoja de ruta clara para que las Malvinas vuelvan a manos argentinas. Ah oui, c'est ça pas vous une surprend. périphrase. Hein. Mais, comme Javier Milei est quand même un original, eh bien, il choisit lui la voie de la désirabilité. Cette fois, c'est son discours du 2 avril 2025 et c'est aujourd'hui le positionnement de l'Argentine. On l'écoute encore. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Et ça, j'adore. Bientôt un nouveau référendum. Et oui, parce qu'il parle de chemin libérateur mené par son administration vis-à-vis qui vise à ce que l'Argentine retrouve un PIB par habitant le plus élevé qu'elle aurait eu autrefois, de sorte que tous les habitants du monde rêvent du rêve argentin. Et en plus, moi j'aime bien cette idée, c'est que voilà. On va se faire désirer et c'est à vous de choisir et pourquoi pas. On revient au devoir conjugal. Hein. Et non mais c'est très. Mais non mais attendez, le désir ne veut pas encore dire que vous forcez la main. C'est que vous voyez, c'est la danse des 7 voiles. C'est la danse des 7 voiles. Vous prenez ou vous prenez pas. Personne ne force personne. Et d'autant plus que ça nous arrange nous Français parce que d'une autre main, Javier Milei a insisté sur la nécessité de renforcer les forces armées argentines. Et qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'Argentine va nous acheter des sous-marins. Tout le monde est content. Voilà. Mais petite remarque, on n'ose pas imaginer ce qui va se passer quand ils vont devoir mettre un post-it sur la carte du Groenland. Mais c'est ça. On va en mettre plusieurs. Quelques décennies. Non, mais ce qui est fou, c'est qu'en fait, les guerres territoriales ne sont jamais finies. Non. Elles ne sont jamais finies. Non, parce qu'elles sont sentimentales. Elles sont profondes, elles sont jamais finies. C'est ça qui est incroyable. Là, la géographie a peut-être un sens aussi. Ah oui. La démocratie en a évidemment. Bien sûr. Mais la géographie, comment vous n'avez pas forcé les Malouins à devenir argentins s'ils veulent rester britanniques. Saint-Pierre-et-Miquelon au Canada. Saint-Pierre-et-Miquelon, bien sûr. Ouais. La démocratie a un sens aussi. Ou n'aurait pas envie de devenir canadien. Nouvelle-Calédonie, La Guyane. Oui. Chine, ou la Guyane au Brésil. Enfin, C'est l'autodétermination qui compte. C'est la boîte de Pandore, comme on dit. Merci à vous trois pour ces parties prises.